Expert en aéronautique et en espace et en question de défense. Que pensez-vous de ce deal, de cette proposition, désormais c'est deal contre deal, faite par Vladimir Poutine, et cet échange de territoire dont parle également le président américain? J'en pense que c'est certainement très triste pour l'Ukraine, mais c'est aussi l'aboutissement de 3 années de combat qui n'ont pas permis à l'Ukraine de gagner cette guerre. Certes, la Russie ne l'a pas gagnée, mais disons qu'elle a quand même fait des conquêtes et elle a assis quelques-unes de ces conquêtes. Et il est vrai que si on veut que cette boucherie s'arrête, il va bien falloir que de part et d'autre on fasse des concessions. La question est de savoir de combien les Russes vont reculer sous la pression du président Trump et de combien les Ukrainiens vont accepter de se séparer sous la pression du président Trump. Mais de toute façon, je crois que dans les deux cas de figure, il va falloir, pour les deux belligérants, il va falloir qu'ils fassent des concessions. Et je pense qu'ils y ont tous les deux intérêt, parce que sinon cette guerre sous cette forme-là peut durer très longtemps. On peut continuer à fournir des armes aux Ukrainiens, mais on sait très bien que ça ne suffira pas. Pendant ce temps-là, l'effort de guerre russe continue à se poursuivre et à se renforcer. Et donc, voilà, c'est une triste issue qui s'annonce, mais quand même, l'aspect positif, c'est que peut-être que la boucherie va s'arrêter. Merci Michel Polaco. Est-ce qu'il faut se résoudre à cette issue pragmatique, Christian Proutot? Ah non, mais pas du tout. Vous n'êtes pas d'accord? D'ailleurs, le discours de Michel, avec lequel j'ai déjà pas mal de fois échangé, parce que dans cette affaire, on est sur quoi? On est sur la proposition de Poutine, point. Or, faire que l'armée ukrainienne quitte le Donetsk, c'est une capitulation en race campagne, et il renforce les positions militaires, parce qu'on est sur du militaire pur et dur, du stratégique de terrain. Ça renforce la position russe, et c'est inacceptable pour l'Ukraine, et je ne comprends pas qu'on soit sur ce schéma. Si, je le comprends. Quand on voit comment Witkoff a fait ses rencontres, les plusieurs rencontres qu'il a faites sur la Russie, il avait déjà admis que l'Ukraine devait perdre les territoires occupés. Et je rappelle bien le terme, occupés, envahis. Donc, si on reste sur ce schéma-là, je ne vois pas comment même l'Europe peut accepter ce type de proposition. Oui, mais le schéma dont vous parlez, enfin, les Américains ne sont pas très intéressés par cette guerre, comme ils le répètent constamment. Je crois que Michel Polaco voulait rebondir là-dessus. Oui, je voulais rebondir. J'ai bien dit quand même qu'il fallait que la Russie fasse des concessions, recule, rende des territoires, et la question est de savoir de combien on va pouvoir les faire reculer et quels territoires ils vont rendre. J'ai pas dit du tout qu'il fallait... C'est du marchandage. Considérer que les Russes pouvaient garder tout ce qu'ils avaient conquis. Ouais. Michel Polaco et Christian Proutot et vous tous, je vous propose de regarder ces cartes. Voilà, ça c'est la carte des territoires occupés par les Russes, comme vous le voyez, 161 000 km². Mes confrères en régie ont fait un comparatif sur la France. Vous voyez que ça représente 3 régions françaises, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est à peu près les mêmes dimensions, les mêmes superficies. C'est effectivement énorme rapporté à l'échelle de la France. Pour l'Ukraine, c'est moins le cas, puisque l'Ukraine était quand même un énorme territoire. Mais toutefois, on se rend compte quand même d'une forme de capitulation dont vous parlez, et ça résonne aussi avec vos propos, Christian Proutot. Oui, d'autant, si je peux me permettre, parce que je crois qu'il faut qu'on échange tous pour comprendre ce qui est en train de se passer. En gros, si vous vous remettez par rapport à notre histoire avec l'Alsace et la Lorraine, et qu'on voit sur quelle durée ce conflit a pu se faire après la guerre de 70, c'est que il n'est pas acceptable, et on le sait, pour un pays
dans une circonférence qui est la sienne, à la fois historique, mais également au niveau humain, parce que beaucoup de gens ukrainiens adhèrent complètement dans ces régions occupées, n'adhèrent pas à la position russe. S'ils avaient voulu être russes, ça se saurait depuis longtemps. Donc c'est la déstabilisation qui a été mise en place, et accepter ce compromis... Il n'y a pas une majorité de russophones quand même je rappelle que M. Zelensky était russophone. Hein. Oui. Et de russophiles. Russophone, j'ai dit. Oui, mais j'ajoute russophone et russophile. On peut aimer la poésie russe, mais à vrai dire, avec la guerre, vous savez, on parle russe, on est russophone. En Ukraine, la plupart des Ukrainiens sont russophones. Oui. Mais nous sommes tous Ukrainiens, même si vous demandez à Kherson, d'ailleurs, qui est la ville très russophone dès le début, il y avait une énorme esprit de résistance pendant l'occupation, quand il y avait vraiment des risques de tir, quand il y avait vraiment des risques de mise dans les salles de torture, juste pour un drapeau bleu et jaune sur un portable, ou juste si tu gardes vraiment des couleurs jaune et bleu à la maison, ou si tu t'habilles avec des couleurs patriotiques. Donc il y avait vraiment cette poursuite de la part des Russes. Ils voulaient nous libérer, comme ils disent, c'est toujours leur prétexte. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent aussi par rapport au peuple des pays baltes. Ils disent qu'ils sont aussi russophones et il faut les sauver. Voilà, donc c'est un prétexte. On peut toujours être russophone, comme en Europe aussi. Il y a des francophones, mais qui font partie d'autres pays, des pays souverains et indépendants. Absolument. On s'interroge toujours quand même sur cette date de 2014-2015, ces accords de Minsk. C'est vrai que les Américains, vous critiquez, pointent du doigt quand même l'Europe, enfin non, écartent l'Europe, enfin les deux, que ce soit Poutine ou Trump, l'Europe est totalement écartée. Mais est-ce qu'elle a vraiment fait le job, comme on dit, lorsqu'elle avait les cartes en main en 2014 ? Non. 2014-2015, je suis désolé, même Merkel, Angela Merkel et je crois François Hollande reconnaissaient que eux non plus n'ont rien fait pour appliquer les accords de Minsk. Parce que si les accords avaient été appliqués, on n'en serait pas là. Difficile à dire, c'est difficile à dire. C'est-à-dire qu'il aurait s'ils avaient été vraiment appliqués avec du personnel international sur place pour faire appliquer les accords, les Européens ont vraiment investi. Maintenant, ils s'investissent un peu tard, les Européens. Ils n'ont peut-être pas tout à fait tort, les Américains, de renvoyer la balle dans le... Surtout que, non seulement sur les accords, enfin, personne n'était de bonne foi, soyons bien clairs. Ni les Russes, ni les Ukrainiens, ni les Européens. Tout le monde a signé. C'est un énorme jeu de dupes, en fait. Ah oui, complètement, oui. Mais même Zelensky, je revois encore l'interview dans RBC Ukraine, qui était paru quelques jours avant l'invasion de 2022, disait clairement, les accords de Minsk, il y a plein de trous, c'est incomplet, ça ne nous va pas, etc. etc. Et là, juste... on a terminé ? Juste un mot, et il faut que je suis désolé de le dire, mais là, quand je vois, côté français, tout le monde dit « et on ne négocie pas avec Poutine ». Ah bah écoutez, Trump, il vous remercie, vous lui laissez la carte libre, le champ libre. Bon, ben voilà.